Un général qui a survécu aux tranchées de la Première Guerre mondiale, 2 mitrailleuses, 10 000 cartouches, 3 soldats aguerris et un ennemi de 20 000 individus qui n'a jamais négocié, jamais reculé et qui a fini par gagner. Non, ce n'est pas une fiction, c'est l'histoire vraie de la seule guerre que l'Australie a officiellement perdue contre des oiseaux. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Entre ombre et lumière. Aujourd'hui, je vais vous raconter la guerre la plus absurde, la plus humiliante et la plus délicieusement loufoque de l'histoire militaire mondiale. La Grande Guerre des Émeus, qui a eu lieu en Australie en 1932. L'armée contre les oiseaux. Et spoiler, les oiseaux gagnent. Imaginez que vous êtes général. Vous avez commandé des hommes pendant la Grande Guerre. Vous avez survécu aux tranchées de Gallipoli, au gaz, à la boue, aux barbelés, aux obus. Vous avez vu ce que l'être humain peut endurer et infliger. Et là, on vous demande de mener une opération militaire contre des oiseaux, des émeus, 20 000 émeus. Vous souriez et vous prenez vos mitrailleuses. Vous dites à vos hommes, ça va être rapide, ce sont des oiseaux. On a 10 000 munitions. On va être rentré pour le dîner. Ce soir, tout va être réglé. Mais, 3 semaines plus tard, vous avez dépensé 2500 cartouches. Vous avez tué peut-être une cinquantaine d'oiseaux. Les journaux australiens se moquent de vous. Le Parlement débat de votre incompétence. Et les émeus, eux, continuent tranquillement de manger les champs de blé. Vous écrivez à vos supérieurs une phrase qui restera dans l'histoire. Si nous avions une division militaire avec la capacité de résistance aux balles de ces oiseaux, ils pourraient affronter n'importe quelle armée au monde. Ils font face aux mitrailleuses avec l'invulnérabilité des chars d'assaut. Qui sont les ennemis? Avant de parler de la guerre, parlons maintenant de l'ennemi. Parce que si vous imaginez un émeu comme un poulet géant, vous comprendrez mieux pourquoi cette histoire est à la fois hilarante et étrangement logique. L'émeu est un grand oiseau courant natif d'Australie. C'est le deuxième oiseau le plus grand du monde après l'autruche. Sa taille moyenne avoisine 1,75 m. La taille d'un homme adulte moyen, debout, avec un long cou et un regard qui dit clairement qu'il ne vous craint pas. Avec de longues pattes et des plumes hirsutes, les émeus sont des coureurs rapides, capables d'atteindre jusqu'à 50 km/h. La vitesse d'une voiture en ville, plus vite qu'un cheval à galop sur courte distance. Et leur patte puissante se termine par des griffes qui peuvent déchirer et lacérer. Les observateurs militaires de l'époque ont rapporté que chaque groupe semblait avoir un grand oiseau à plumes noires d'environ 1,80 m qui faisait le guet pendant que ses congénères mangeaient. Un guetteur. Les émeus postent un guetteur pendant qu'ils se nourrissent. Les émeus migrent fréquemment sur des centaines de kilomètres au cours d'une année, à la recherche de nourriture et d'eau. En 1922, déjà, le gouvernement australien avait changé leur statut d'espèce indigène protégée à celui de nuisible, en réponse à la destruction de grandes quantités de cultures vitales, comme le blé. Les émeus brisaient aussi fréquemment les clôtures des agriculteurs, ouvrant des trous par lesquels s'engouffraient ensuite des nuisibles comme les lapins. Voilà, votre adversaire. Grand comme un homme, rapide comme une voiture, organisé comme une petite armée, et reconnu officiellement comme nuisible depuis 10 ans avant la guerre. La Grande Dépression et les vétérans de guerre. Pour comprendre comment on en est arrivé à envoyer l'armée australienne contre des oiseaux, il faut comprendre dans quel état se trouvait l'Australie en 1932. Le contexte remonte à l'après-Première Guerre mondiale. Le gouvernement australien avait encouragé les soldats démobilisés à s'installer sur des fermes en Australie occidentale.
leur offrant des terres dans le cadre d'un programme de réinstallation des soldats. L'idée était belle, des héros de guerre qui reçoivent de la terre, qui construisent une vie nouvelle, qui nourrissent la nation. Une récompense méritée pour ceux qui avaient survécu à Gallipoli, à la Somme, aux Dardanelles. Ces anciens combattants se sont lancés dans l'agriculture avec la même détermination qui avait caractérisé leur service militaire. À la fin des années 1920, ils avaient transformé de grands étendues de terre marginales d'Australie occidentale en fermes à blé productives. Mais le sol était pauvre, les pluies incertaines, et surtout, en 1929, le crash de Wall Street a déclenché la Grande Dépression. L'économie australienne, très dépendante des exportations agricoles, a vu les États-Unis, le Canada et l'Argentine inonder le marché mondial de blé et de moutons, rachetant les parts australiennes. Le chômage a atteint près de 32% en Australie en 1932, forçant des dizaines de milliers d'Australiens à dépendre de l'aide de l'État. Des vétérans qui avaient tout sacrifié pour leur pays se retrouvaient au bord de la ruine dans leurs fermes isolées. Le gouvernement leur avait promis des subventions qui, pour beaucoup, ne se sont jamais matérialisées. Et c'est dans ce contexte de désespoir absolu, champ à peine rentable, promesses non tenues, grande dépression, qu'à l'automne 1932, quelque chose arrive. Les émeutes. L'invasion. En 1932, une migration exceptionnellement importante, provoquée par la sécheresse, a conduit à des dommages massifs aux cultures de blé en Australie occidentale, en particulier dans le district de Campion. Chaque année, après la saison de reproduction le long de la côte, les émeus migrent vers l'intérieur des terres à la recherche de nourriture et d'eau. C'est leur instinct, c'est ce qu'ils font depuis des millénaires. Mais en 1932, la sécheresse les avait chassés de leur zone habituelle. Et ces migrants affamés ont découvert quelque chose de magnifique. Des champs de blé, irrigués, gorgés d'eau, dans un paysage aride. Environ 20 000 oiseaux ont envahi les districts de Campion et Walgoolan au printemps 1932. Les émeutes piétinaient les cultures et détruisaient les clôtures, aggravant le sort d'agriculteurs déjà en grande difficulté. Et quand un émeute défonce une clôture, il laisse un trou, par lequel s'engouffrent ensuite les lapins, qui causent encore plus de dégâts. Les fermiers sont au bord du gouffre. Ils ont déjà perdu leurs revenus à cause de la chute des prix du blé. Ils ont déjà perdu leurs subventions promises et maintenant 20 000 oiseaux géants mangent ce qui reste. Ils envoient une délégation au gouvernement. Leur message, faites quelque chose, n'importe quoi. Le ministre et le plan génial. La délégation de vétérans fermiers rencontre le ministre de la Défense, Sir George Pearce. Il se montre réceptif. Il y voit l'occasion de fournir à ses troupes un entraînement au tir, tout en aidant les agriculteurs en difficulté. Le fait qu'une opération militaire contre des oiseaux génère une publicité positive, montrant le gouvernement soutenant ses vétérans, est une incitation supplémentaire. Pearce est satisfait lui-même, c'est brillant, l'armée peut s'entraîner, les fermiers vont être contents, le gouvernement passe pour un héros, alors tout le monde y gagne. Donc il approuve l'opération. L'objectif officiel est de réduire la population d'émeutes qui aggravent les cultures. Le 2 novembre 1932, 3 membres de l'artillerie royale australienne sont déployés dans la région de Campion, en Australie-Occidentale. Le Major Gwynedd Purve Wayne Aubrey Meredith en commandement et le sergent S. McLary et le tireur G. O'Halloran. 3 hommes pour 100 000 oiseaux. Ils sont équipés de 2 mitrailleuses, Lewis, et d'environ 10 000 cartouches. Un caméraman de Fox Movietone les accompagne pour filmer l'opération. Ils anticipent peu de difficultés. Acte 1.
Le premier désastre. Le 2 novembre 1932, c'est la première bataille. Les trois hommes tentent une tactique d'encerclement contre un groupe d'une cinquantaine d'émeutes. Quand les soldats ouvrent le feu, les oiseaux se dispersent dans toutes les directions, rendant le tir extrêmement difficile. Les émeutes semblent se déplacer de façon coordonnée. Le mouvement erratique d'un seul oiseau suffit à entraîner tout le groupe vers la sécurité. Après ce premier engagement, le major Meredith fait le bilan. Quelques oiseaux abattus, beaucoup de munitions dépensées. Le 4 novembre 1932, c'est l'embuscade du barrage. Meredith ne se décourage pas. Il prépare une embuscade près d'un point d'eau où les émeutes viennent boire. Cette fois, il va attendre que les oiseaux se rassemblent en masse avant d'ouvrir le feu. Plus de 1000 émeutes sont aperçus marchant droit vers la position des soldats. 1000 émeutes en ligne, qui marchent vers les mitrailleuses. Meredith ordonne à ses hommes d'attendre le bon moment pour déclencher un tir dévastateur. Les émeutes approchent, les mitrailleuses sont prêtes et alors, l'une des deux mitrailleuses s'enraye après quelques rafales. Les émeutes se dispersent aussitôt. Au moment crucial, avec 1000 émeutes à portée, les oiseaux fuient. L'occasion est perdue. Il essaie ensuite la tentative des camions. Meredith a une nouvelle idée, monter les mitrailleuses sur des camions pour poursuivre les émeutes à travers les champs et tirer depuis les véhicules. Mais le terrain se révèle trop accidenté pour opérer leurs armes correctement et les secousses rendent les tirs quasiment impossibles depuis un véhicule en mouvement. La tactique est abandonnée aussi vite qu'elle a été tentée. Le bilan de la première semaine, au niveau du 8 novembre, moins d'une semaine après le premier engagement, environ 2500 cartouches avaient été tirées. Le nombre total d'oiseaux tués se situait, selon les sources, entre 50 et 500. Un bilan si maigre et si disputé qu'aucun chiffre ne fait vraiment consensus encore aujourd'hui. Le Parlement se moque. Le 8 novembre 1932, pendant que Meredith et ses hommes rampent dans la poussière d'Australie-Occidentale, quelque chose de pire leur arrive à Canberra. L'histoire fait rapidement les manchettes, les journaux sont impitoyables. Les émeutes battent l'armée, clament l'un d'eux. Les mitrailleuses surpassées par les oiseaux déclarent un autre. La presse baptise le fiasco la Grande Guerre des émeutes. Et le nom va rester. Les journaux publient des caricatures, des articles moqueurs, des chroniqueurs qui se demandent si l'armée australienne mérite vraiment son financement. Puis, l'affaire arrive au Parlement. Le sénateur Jim Stone se moque de George Peace en l'appelant le ministre de la guerre des émeutes. Et la question la plus savoureuse de toute l'histoire parlementaire australienne, le premier ministre, Joseph Lyons, est interrogé pour savoir si les soldats recevront des médailles ou au moins des rubans de combat. Des médailles pour avoir perdu contre des oiseaux. Face au ridicule, Pierce rappelle les troupes le 8 novembre. Meredith et ses hommes font leur bagage et rentrent à la base. L'opération est suspendue. Acte 2, le retour. Les fermiers ne lâchent pas, les écrivent au gouvernement, ils les supplient. Les émeutes sont toujours là, les champs sont toujours dévastés. Le gouverneur d'Australie-Occidentale, James Mitchell, soutient Pierce et les demandes des agriculteurs locaux finissent par payer. Le 12 novembre 1932, le 13 selon certaines sources, les soldats sont redéployés. Meredith repart avec une nouvelle stratégie. Plutôt que de chercher à massacrer les grands troupeaux en une seule fois, il multiplie les petites embuscades, des groupes de 10, 20, 50 oiseaux, des tirs de précision, une guerre d'usure. Cette fois, avec plus de succès. Ces hommes atteignent une centaine de tués par semaine. Quand les cultures de blé sont enfin récoltées et que la Grande Guerre des émeutes se termine le 10 décembre 1932, Meredith rapporte 986 émeutes tuées, un chiffre qui correspond, comme par hasard, à exactement 10 cartouches par oiseau sur les 9860 qui ont été tirées.
Il affirme aussi que 2500 émus supplémentaires seraient morts de leurs blessures sans pouvoir le prouver. 986 oiseaux confirmés sur 20 000. Et même ce chiffre est resté contesté par les historiens. Ce que les émus ont fait que l'armée n'a pas pu faire. Maintenant, la vraie question, pourquoi l'armée a-t-elle perdu? La réponse courte, les émus sont extraordinairement bien conçus pour survivre dans cet environnement. Et l'armée australienne n'avait pas anticipé ça. Clairement, il y a la vitesse. Les oiseaux, malgré leur taille, étaient incroyablement rapides jusqu'à 50 km/h. Une mitrailleuse Lewis, montée sur trépied fixe, était efficace contre des cibles lentes ou stationnaires, pas contre quelque chose qui court à 50 km/h dans toutes les directions à la fois. Deuxièmement, il y a la résistance. Un émeu examiné après avoir été percuté par un camion portait plusieurs balles logées dans le corps provenant de rencontres précédentes et il continuait pourtant à courir dans la campagne. Meredith lui-même finit par écrire dans ses rapports « Si nous avions une division militaire avec la capacité de résistance aux balles de ces oiseaux, elle pourrait affronter n'importe quelle armée au monde. Ils font face aux mitrailleuses avec l'invulnérabilité des chars d'assaut. » Phrase qui va rester culte pour cette histoire. Troisièmement, l'intelligence collective. C'est peut-être l'aspect le plus troublant. Meredith découvre à plusieurs reprises que les oiseaux ne se laissent pas simplement massacrer en groupe. Ils se dispersent en petites unités dès le premier coup de feu. Le témoignage le plus célèbre vient de l'ornithologue australien Dominic Servantly, qui observe l'opération et en tire une analyse devenue légendaire. Je le cite. Les rêves des mitrailleurs de tir à bout portant dans les masses serrées d'émeutes ont été rapidement dissipés. Le commandement émeu avait manifestement ordonné des tactiques de guérilla et son armée encombrante s'est rapidement divisée en d'innombrables petites unités qui rendaient l'utilisation des équipements militaires non rentables. Une force de campagne démoralisée s'est donc retirée de la zone de combat après environ 1 mois. Le commandement des émeutes, les tactiques de guérilla, la force démoralisée, un ornithologue qui analyse une bataille contre les oiseaux avec le vocabulaire d'un traité de stratégie militaire. La réaction internationale. La Grande Guerre des émeutes ne reste pas cantonnée aux colonnes des journaux australiennes. L'histoire se répand. En décembre 1932, la nouvelle atteint le Royaume-Uni. Les groupes de protection de la nature s'indignent de ce qu'ils décrivent comme une extermination inutile de l'émeu. La réalité est à l'opposé exact de cette crainte. Les émeus gagnent. Leur population reste robuste. La prétendue guerre n'a à peine effleuré leur effectif. Un journaliste australien de l'époque résume la situation avec un humour grinçant en écrivant qu'aucun traité de paix n'a jamais été signé et que les émeus restent en possession de leur territoire disputé. L'après-guerre, la revanche des clôtures. L'armée est rentrée, les émeus ont gagné. Que se passe-t-il ensuite? Les fermiers locaux réclament de nouveau l'aide militaire en 1934, 1943 et en 1948. 3 fois, le gouvernement refuse de rejouer la même comédie. À la place, 2 solutions plus pragmatiques émergent. D'abord, un système de primes bien plus efficace. Plus de 57 000 primes réclamées en seulement 6 mois. En 1934, des chasseurs privés payés à l'oiseau qui connaissaient bien le terrain sans mitrailleuse. Ensuite, à partir des années 1930, les clôtures d'exclusion se révèlent être une protection des cultures bien plus efficace que les tirs. De longues barrières de fil de fer qui empêchent l'émeu, lapin, d'accéder aux terres agricoles, simples, efficaces, sans un seul coup de feu. En novembre 1950, un parlementaire soulève de nouveau la question des émeus au Parlement fédéral et demande la libération de munitions de calibre .303 pour l'usage des fermiers. Le ministre de l'Armée de l'époque approuve la libération d'un demi-million de cartouches. Un demi-million de cartouches remises aux fermiers, pas aux soldats.
Et cette fois, ça marche. Alors, les personnages de cette histoire. Il y a le majeur, Winfield Purve Wayne Aubrey Meredith, l'homme qui a mené cette guerre improbable avec une dignité remarquable dans des circonstances impossibles. Il reste dans l'histoire militaire australienne comme le commandant le plus involontairement comique de tous les temps. Il y a Sir George Peace, le ministre de la guerre des émeutes, le ministre de la Défense, qui avait vu dans cette opération un coup de relations publiques facile. Il en est devenu un sujet de moquerie nationale. Le sergent McMurray et le tireur O'Halloran, deux soldats qui ont pointé des mitrailleuses Lewis sur des émeutes pendant un mois sans qu'on n'aurait jamais demandé leur avis. Dominic Servently, l'ornithologue, le scientifique australien qui a observé l'opération et écrit l'analyse la plus mémorable de l'histoire militaire ornithologique mondiale. Les fermiers vétérans de Campion, les vraies victimes de cette histoire, des hommes qui avaient survécu à la Grande Guerre, construit des fermes sur des terres ingrates, que la Grande Dépression avait appauvries, que le gouvernement avait abandonnées, et que 20 000 émeutes venaient finir de ruiner. Et les émeutes, les vainqueurs incontestés. Aujourd'hui, l'Union internationale pour la conservation de la nature classe l'émeute en préoccupation mineure, avec une population estimée à plusieurs centaines de milliers d'individus en Australie. Et ils sont toujours là. Conclusion. Il y a une image qui reste de cette histoire. C'est celle du major Meredith, debout, dans la poussière rouge du désert australien, regardant s'éloigner à 50 km/h les 1000 émeutes qui venaient d'échapper à son embuscade parce que sa mitrailleuse s'était enrayée au mauvais moment. Cet homme avait survécu à la Première Guerre mondiale. Il avait commandé des hommes sous les obus, dans la boue, face à d'autres hommes qui voulaient le tuer. Et là, il perdait contre des oiseaux. Ce qui est magnifique dans cette histoire, au-delà du ridicule évident, c'est ce qu'il dit sur l'arrogance humaine face à la nature. On arrive avec 2 mitrailleuses et 10 000 cartouches. On a un plan. On a des uniformes, on a une caméra pour filmer la victoire. Et la nature, sous la forme de 20 000 oiseaux géants qui courent à 50 km/h et se dispersent par instinct, répond simplement « Ah non merci ». La Grande Guerre des émeutes est une des histoires les plus drôles de l'histoire australienne, mais c'est aussi une leçon d'humilité qui résonne encore aujourd'hui. Parfois, les plus petits ou les plus grands, dans le cas des émeutes, gagnent. Pas par intelligence supérieure, pas par technologie, pas par stratégie. Juste en refusant de coopérer avec le plan qu'on avait prévu pour eux. Alors voilà, c'était mon histoire sur la Grande Guerre des émeutes. Je trouvais ça intéressant de l'incorporer dans mes vidéos. Ça fait un petit peu plus relax que les autres vidéos. Alors, si vous avez aimé mes vidéos, je vous encourage fortement à la liker. Si vous êtes toujours pas abonné, ben, ça serait intéressant de le faire si vous aimez mes vidéos, comme ça vous allez rien manquer, puis en même temps, ben, ça soutient fortement mon travail. Et vous pouvez me laisser un commentaire sur comment vous avez trouvé mon histoire. Donc, sur ce, je vous dis, entre ombre et lumière, la vérité ne dort jamais. Bye bye.